de l'aide, chercher du secours. J'ai eu des réactions qui m'ont assez interloqué. Je n'ai pas bien compris. Enfin, il y a eu un malentendu entre les personnes auxquelles je me suis adressé et mon désir à moi de faire connaître publiquement mon combat. Aucun médecin, aucun travailleur social n'a su répondre à sa demande. S'il avait violé une enfant, là, il y aurait eu une réponse connue. La prison, le lynchage médiatique. Une réponse éliminatoire qui ne règle aucun problème sur le fond. Je trouve qu'il y a dans la presse française le souci évidemment de publier de façon très large toutes les affaires sensationnelles qui font réagir viscéralement. Mais il faut dire, parce que c'est quelque chose qui est une réalité, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par les enfants et qui sont abstinentes. Le docteur Stoléru est le premier scientifique chargé d'une recherche médicale en France sur la pédosexualité. Il nous apporte une confirmation. Il y a d'innombrables Badr Eddine qu'on ne veut pas voir. Badr Eddine, lui, pense détenir une solution en choisissant de ne plus se cacher. Le fait que dans mon quartier, toutes les personnes sachent que je suis sexuellement attiré par les petites filles, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui devient un paria, quelqu'un qu'il faut montrer du doigt en disant « Regardez, c'est ce pervers qui... Oui, ça, c'est le pédophile. » Non, c'est exactement le contraire. Ça veut dire que tous les enfants, toutes les petites filles de mon quartier vont être protégées. Non pas uniquement grâce à moi et au combat que je mène pour ne pas en arriver à violer un enfant, à agresser un enfant, mais aussi parce que toutes les personnes qui ont en charge un enfant le sauront. Et donc pourront gérer cette situation en même temps que moi. Badr Eddine a-t-il mesuré les risques en se plaçant sous le regard de ses voisins? Nous avons voulu flouter son visage, mais il a tenu à témoigner à visage découvert. Il a fait un immense travail sur lui-même, en solitaire. Il raconte son combat dans un livre qu'il a auto-édité. Il s'appuie sur sa foi chrétienne pour tenir. Pour un Badr Eddine qui a privilégié une thérapie personnelle, combien d'autres pédosexuels sont en recherche d'une aide thérapeutique? Il est faux d'affirmer qu'en ce domaine, on a tout essayé et que rien ne marche. C'est même exactement le contraire. Il y a énormément de travaux sur la sexualité, sur les modèles de rongeurs, par exemple. Beaucoup. Mais dès qu'il s'agit d'humains, même pour une sexualité tout à fait, je dirais, hétérosexuelle entre adultes, ça pose déjà beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Alors quand il s'agit d'étudier un phénomène comme celui de la pédophilie, les choses sont encore plus difficiles. Effrayant. Jusqu'à ces dernières années, les étudiants en médecine ne recevaient aucune formation spécifique. Comment alors les médecins pourraient-ils déceler des violences sexuelles et aider les personnes en proie à ce type de fantasme? Je n'ai jamais eu de cours sur la pédophilie. Et au cours de mon internat ou de mon clinica, je n'ai jamais eu l'occasion de recevoir un patient pédophile, tout simplement. D'où le combat du docteur Stoléru pour la création d'un centre pour accueillir les patients, un lieu de recherche et de formation pour les professionnels. C'est en 2009 seulement que l'INSERM a financé la première étude scientifique sur la pédosexualité, une expérience menée par le docteur Stoléru et ses collaborateurs sur des volontaires soumis à un traitement associant la prise de médicaments à un suivi psychologique. Le sujet nous dit, cliniquement, je ne ressens plus d'attirance sexuelle pour les enfants et, sur un plan socio-professionnel, j'ai réussi à bien mieux m'intégrer, à trouver une activité professionnelle où je me sens beaucoup plus épanoui que je n'étais. Malgré des résultats prometteurs, que croyez-vous qu'il arriva? L'expérience a été interrompue, faute de patients, alors que des centaines de pédocriminels sortent chaque année de prison avec une obligation de soins. Même si l'administration pénitentiaire refuse de jouer le jeu, il était possible de recruter des patients grâce à la télévision, comme cela a été fait en Allemagne avec ce clip. Lieben Sie Kinder mehr als Ihnen lieb ist? Es gibt Hilfe. Le docteur Stoléru et plusieurs ONG ont demandé la diffusion de ce clip en France. Le gouvernement a refusé. Dommage car en Allemagne, il y a eu plus de 500 appels en quelques semaines. Je crois que c'est quelque chose qui n'a pas traumatisé l'Allemagne. Il n'y a pas eu de psychose, comme certains en France m'ont dit. Il y aura une psychose si vous faites ça. Aujourd'hui, quelques années après,
Aucune psychose ne s'est déclarée en Allemagne suite à la diffusion sur la ZDF de ces spots. Ne pas aider les pédosexuels est lourd de conséquences. S'il y a bien une chose qui est claire, après des années et des années de recherche internationale sur ces questions, c'est que dans environ, on va dire 50% des cas d'agresseurs sexuels, on retrouve dans leurs antécédents le fait d'avoir eux-mêmes été victimes d'agressions sexuelles. Il aura fallu plusieurs années à Badr Eddine pour établir un lien entre son attirance sexuelle pour les petites filles et un traumatisme de sa petite enfance. C'est seulement à l'âge de 30 ans qu'il comprend. J'ai compris que j'avais été violé par un membre de ma famille. Voilà. Et j'avais 30 ans en 2001, j'avais 30 ans précisément. Comme s'il existait un tiroir dans lequel le petit enfant que j'étais avait caché tout ça là-dedans et qu'il avait fallu attendre jusqu'à l'âge de 30 ans pour que ça puisse sortir. Les viols qu'il a subis entre 3 et 7 ans, il les a inconsciemment enfouis dans sa mémoire. 23 ans d'amnésie. Ce qu'a ressenti Badr Eddine, le docteur Muriel Salmona l'explique. Travaillant en réseau, cette spécialiste de la violence nous décrit les mécanismes naturels qui permettent la survie d'une victime. Dans le cas de violences très très graves, particulièrement les violences sexuelles, parce qu'elles sont vraiment totalement incompréhensibles, on se retrouve dans l'incapacité de pouvoir mettre des mots, de pouvoir réagir face à cette violence et de pouvoir trouver en fait une explication ou une rationalisation à ce qui est en train de se passer. Donc c'est comme si le cerveau se retrouvait en panne. Pour aider à faire face à un danger, le cerveau donne l'ordre de sécréter des hormones de stress, l'adrénaline, le cortisol. Notre cœur bat plus vite, notre vigilance est stimulée. Nous sommes plus performants pour trouver une solution. Chez la victime d'un viol, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant, le danger est incompréhensible, absolu. La sécrétion des hormones de stress s'amplifie. Mais là, ce sont des drogues dures. Juste avant l'overdose mortelle, le cerveau fait tout disjoncter et envoie de la morphine naturelle, les endorphines. Et soudain, la peur, la souffrance disparaissent. Ça donne vraiment l'impression d'être spectateur de la situation. C'est ce que décrivent les victimes, particulièrement de viol. C'est qu'elles voient ce qui se passe comme si ce n'était pas elles qui étaient attaquées, qui vivaient les violences, mais comme si elles étaient spectatrices de ces violences. Ça ne les concerne plus, puisqu'elles ne ressentent plus rien. La souffrance a peut-être disparu, mais elle reste intacte, enfouie, prête à rejaillir. Autrement dit, la victime porte en elle une véritable bombe à retardement, susceptible de la replonger à tout instant dans la souffrance du viol. Toute situation en lien avec les violences est susceptible de rallumer cette mémoire traumatique. Donc ça peut être une date, ça peut être un lieu, ça peut être une sensation, ça peut être voir une violence qui va rallumer cette mémoire traumatique et qui va faire revivre dans l'événement en l'état. C'est-à-dire qu'on le revit comme on était au moment du traumatisme. Quand vous êtes dans une situation où vous revivez les violences, que vous êtes dans un état de stress, d'effroi, de tension, l'impression que vous allez mourir, que c'est en train d'imploser à l'intérieur de vous, si ça disjoncte, on attend que la disjonction. Si la disjonction ne vient pas, il faut la faire venir. Faire disparaître l'atroce souffrance. Comment trouver un raccourci pour arriver à la disjonction ? Se mettre en danger par des conduites à risque, drogue, alcool. D'autres retournent la violence sur leur entourage, allant jusqu'à agresser des enfants. Et si on est violent en reproduisant à peu près en l'état les violences qu'on a subies dans l'enfance, on aggrave encore plus le stress, on se remet encore plus en scène, de façon encore plus incohérente, encore plus sidérante, puisqu'on reproduit quelque chose qu'on nous a fait et qui nous a fait si mal. Je veux dire, on est encore plus dans l'incohérence, donc encore plus dans la sidération. Autrement dit, si l'on veut prévenir les prédateurs de demain, les Évrards de l'an 2020, il est primordial de prendre en charge les petites victimes d'aujourd'hui, de les écouter. Or, en France, rien n'est fait pour elles. Un certain pourcentage de ces victimes
laissés à l'abandon deviendront les prédateurs dans